Bonjour Richard. Bonjour Liselotte, bonjour Guylain, bonjour à tous les auditeurs. Alors j'ai bien compris que Guylain a 41 ans, mais moi je n'en ai pas 80, j'en ai juste 60, donc je ne me souviens pas du tout du grand chantage. L'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Accueilli en faiseur de paix, Emmanuel Macron savoure son triomphe à Jérusalem. Ah non, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu. C'est Donald Trump savoure son triomphe à Jérusalem. Je sais pas pourquoi, à force d'écouter Emmanuel parler de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, j'étais persuadé que c'était lui. Mais en fait, pas du tout. Lui, il a savouré autre chose. Il a savouré un gros taquet de la part de Donald. Merci beaucoup, Emmanuel. Ah tiens, oui, Emmanuel, j'imaginais Emmanuel debout quelque part derrière moi. Je n'arrive pas à y croire que tu adoptes aujourd'hui une approche discrète. Et tout le monde applaudit. Et Emmanuel rit un peu jaune et il a continué à tweeter car bien sûr, chers auditeurs, je dois vous dire ce matin, saisi par une crainte sacrée, je n'ai pas osé aller regarder l'agenda de l'Élysée. J'ai eu peur que la marque fatidique de son activité essentielle soit encore là avec marqué agenda en cours de définition. Donc à la place, je suis allé regarder les tweets d'Emmanuel Macron et c'est quelque chose de bien réconfortant. C'est une journée historique pour les otages, leurs familles, le peuple israélien et le peuple palestinien. Préparons la suite ensemble avec humilité. Ah, ça, ce mot humilité, tout de suite, je me suis dit, c'est exactement du Macron. Et d'ailleurs, j'ai pas été déçu. Le tweet précédent était bravo à Philippe Aghion, vous savez, le communiste, son propre conseiller qu'il a décoré avant que le gars ne reçoive le prix Nobel. Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Par sa vision de la croissance, par l'innovation, il éclaire l'avenir et prouve que la pensée française continue d'éclairer le monde. Ça, c'est l'humilité selon Emmanuel Macron. Et il a continué à nous expliquer fierté française, inspiration mondiale. Voilà, ça... Quand Emmanuel Macron félicite quelqu'un, on sent qu'il parle un peu de lui. Quand il parle des Palestiniens, il parle un peu de lui. Quand il parle de tout le monde, il parle un peu de lui. Quand il parle de Sébastien Lecornu, il doit parler de lui. C'est juste quand il parle de Marine Le Pen, il doit parler de quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est vraiment son ego boursouflé qui est là. Alors, son ego boursouflé, c'est aussi sa manière qu'il a, depuis l'étranger, de nous envoyer quelques petites claques, de fianter un peu sur la France et les Français, en expliquant notamment, une fois qu'il avait quitté le territoire, les forces politiques responsables qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation autour de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Lui, il n'est pas du tout coupable. Voilà. Et au contraire, il explique, franchement, il n'y a vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, faites gaffe, si jamais vous critiquez Emmanuel Macron, c'est la France que vous critiquez. La France est regardée. Et il a ajouté, le message qu'elle doit apporter est un message de stabilité et de force. Le devoir de tous est d'œuvrer à la stabilité. Alors, quand la France œuvre à la stabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement qu'elle chope le président malgache, qu'elle le met dans un avion militaire français et qu'elle l'expédie ailleurs. Donc la stabilité, selon Macron, ça signifie surtout attention, tirons-nous des Gaules et essayons de garder le pouvoir ou à défaut, essayons d'échapper à la colère du peuple parce que les Malgaches, de temps en temps, ils suivent le conseil d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand le président malgache dit venez me chercher, ils y sont allés. Alors du coup, le président malgache, il était assez inquiet et donc lui, il s'est cassé. Il s'est cassé, mais avec stabilité. Je ne confirme rien aujourd'hui, a déclaré Emmanuel Macron, interrogé par la presse depuis Sharm el-Sheikh. Vous savez, c'est l'endroit où il parle des Français, de Madagascar, d'un peu tout. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population. Voilà. Quand la France préserve la stabilité à Madagascar, ça ne signifie pas du tout qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe à Madagascar, ça signifie qu'elle chope le président malgache, qu'elle le met à l'abri, et parce qu'une fois que le président malgache est à l'abri, c'est forcément les intérêts de la population qui sont préservés. Voilà. Ça, c'est tout du Macron. Alors, comme évidemment, il y a ce côté... fierté française, inspiration mondiale, il nous a quand même un peu reparlé du Moyen-Orient en nous expliquant qu'il allait avoir un rôle épatant. Et notamment, sur les questions de gouvernance, c'est une citation d'Emmanuel Macron, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part et aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après. Ça, on a l'impression qu'il parle de la France. À cet égard, le plan de paix que nous avons mis en place, les échanges que nous avons eus avec le président Abbas et Mohamed Ben Salam, sont des éléments importants que nous allons suivre. La France au Moyen-Orient,
va être l'acolyte de l'autorité palestinienne qui n'a quasiment aucun rôle prévu dans les accords de paix mis au point par Trump et Netanyahou. Et elle va vraiment avoir un rôle de gouvernance. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que Macron pourra continuer de temps en temps à prendre l'avion pour aller insulter les Français depuis l'étranger. Bon, et comme ça, je remontais le fil de tweet du président Macron. Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que 7 otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents. J'aime bien la manière dont il essaie d'expliquer que c'est quasiment grâce à lui qu'ils ont été libérés. Il paraît d'ailleurs que les parents des otages qu'il a vus ont expliqué qu'ils n'avaient plus besoin de revoir les otages depuis qu'ils avaient vu Macron. Leur vie était complète, leur vie était remplie. Ils étaient tellement submergés de joie à l'idée d'avoir serré la main à Manu que voilà. Il paraît que les otages après ont débarqué dans la famille. Ils étaient là avec des photos de Macron en train de leur montrer. T'as vu, le président français nous a serré la main, lui et ses équipes. Et les autres, il était en train de dire, moi, vous savez, ça fait 2 ans que je suis prisonnier des terroristes du Hamas. On s'en fout, regarde, c'est le président Macron. Voilà, ils imprimaient les photos, ils en ont fait des t-shirts. Bon, ça a changé leur vie. Et Robert Badinter, alors vous me dites, pourquoi parler de Robert Badinter ? Parce que Robert Badinter, c'est un modèle. Voilà. Et donc, quand Macron nous explique, avec lui, c'est fierté française, inspiration mondiale, gouvernance palestinienne, je me dis, quelque part, il y a Badinter, parce que Badinter, c'est la vie juste. Là, c'est aussi un tweet. Partout et toujours, défendre ce droit de chacun à devenir meilleur. Partout et toujours, rendre l'homme plus libre. Je crois que c'est ce qu'il essaie de faire avec la démocratie française et Sébastien Cornu. Devenir meilleur, rendre l'homme plus libre. Et donc, après avoir beaucoup insisté sur son rôle, il a fini par reconnaître qu'il avait surtout ouvert la voie, un peu comme il a ouvert la voie à Sébastien Lecornu. On ne sait pas à quoi Sébastien Lecornu va nous ouvrir, mais Sébastien Lecornu, lui, a tenu à expliquer qu'il avait voulu faire émerger de nouveaux visages. Alors c'est normal, 18 des participants de son ministère, enfin de son gouvernement, donc étaient déjà présents dans les gouvernements Barnier, Bayrou et Lecornu 1. Donc ça, les nouveaux visages selon Lecornu, c'est un peu comme la fierté française selon le président Macron, c'est-à-dire j'insulte les Français depuis l'étranger et puis sinon je reprends les copains. Et les copains, c'est Jean-Noël Barrot, Maud Bréjon, Rachida Dati, Roland Lescure, Amélie de Montchalin, qui sont là pour nouer des compromis parlementaires. Voilà. Ça, c'est vraiment la méthode Macron. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer, la gouvernance avec Hamas et Mohamed Ben Salam du côté de l'autorité palestinienne, mais il y a la nécessité de nouer des compromis parlementaires, et ça, c'est vraiment important. C'est ça, d'ailleurs, ce dont la France a besoin, puisque on n'a jamais connu un tel volume de défaillance depuis 2009. Voilà, donc on est en 2025, nous sommes en octobre 2025, les chiffres de septembre sont tombés, c'est bien simple, depuis le début de l'année, 50 700 entreprises ont défailli, soit 1600 de plus qu'à la fin de septembre 2024. Ça, c'est le miracle de Macron, et Maëlys Clausel nous en parlait ce matin. Et alors, à côté de ça, on se dit, quand même, bon, Macron, on a un peu fait le tour, ça n'a pas l'air glorieux, on va aller voir du côté de Brigitte Macron, qui est toujours une source d'inspiration pour son mari. Et je suis allé voir ce que fait Brigitte Macron, parce que quand on tape Macron dans Google, il y a tous les résultats qui sortent avec Macron, et puis il y a tous les résultats avec Brigitte. Et là, elle est allée dans le 14e arrondissement pour lire une dictée, la dictée de Léla, qui est censée nous aider à lutter contre les leucodystrophies. Et c'était une dictée qui s'appelait L'Oublié. Alors là, c'était peut-être Macron, et elle était très contente. C'est en effet l'occasion pour cette ancienne enseignante de renouer avec le métier qu'elle chérissait tant. Tu m'étonnes, elle était dans une classe, il y avait plein de jeunes gens devant elle. Ça leur rappelait beaucoup de souvenirs. Et c'était une dictée assez amusante parce que cette dictée est avant tout un message de solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire autour de la cause d'Ella. Elle n'est ni un exercice d'évaluation, ni un concours d'orthographe. Les élèves pourront donc procéder à une autocorrection. Voilà. C'est un peu comme ça que Macron comprend l'esprit des institutions. Il s'auto-corrige, il s'auto-évalue, il s'auto-félicite, il s'approprie la République. On va laisser le mot de la fin à la première dame quand même, parce qu'elle a adressé un doigt d'honneur. Alors, oh là, mais il dit quoi, Richard ? En fait, c'était l'ARSLA, donc l'association de lutte contre la maladie de Charcot. Vous savez, Brigitte, elle se recycle dans les bonnes œuvres et dans les malades, un peu comme Lady Di. Et en fait, il y a une super agence de com qui a imaginé un super truc. Tant qu'il nous restera des forces, c'est un message... je lis, de dignité et de résistance, et ils font tous un doigt d'honneur. Alors, et la dame Macron, elle a fait un doigt d'honneur aussi, adressé à la maladie, bien sûr. Et dignité et résistance, c'est vraiment, vraiment Macron à l'Élysée en ce moment. Et le doigt d'honneur, ça fait quelques années qu'il nous l'adresse. Merci Brigitte. On sait d'où Emmanuel tient ses bonnes manières. Merci Richard pour cette chronique. Vous restez avec nous. On termine cet entretien que nous avions commencé avec Guylain Benessa.